Grands enjeux reçoit aujourd'hui Manix Yenda, acteur politique. L'actualité a été suffisamment riche en émotions. Madame, Monsieur, merci d'être là. Manix Yenda, heureux de vous retrouver quand même après un bon bout de temps. Merci beaucoup, Monsieur John Gombois. Ça fait un temps, ça c'est vrai, et ça a toujours été un plaisir de partager avec vous le même réceptacle pour les idées républicaines. Et un échange avec vous, ça a toujours été une opportunité pour édifier notre peuple. Et j'ose croire que ce serait le cas aujourd'hui. Un débat, un échange de l'altérité, un échange de la passion pour le Congo, un échange qui mettrait de côté les clivages, les tendances, autant pour les ségrégations politiques, parce qu'au-delà de mouvances, au-delà des décorations partisanes, le Congo demeure notre dénominateur commun. Et donc, je pense que le Congo sera au menu de nos échanges d'aujourd'hui. Effectivement, on ne pouvait pas mieux annoncer cette émission. Alors, l'actualité a été quand même riche en événements, en émotions. Je pense que le pic cette semaine a été cette tentative d'évasion de la prison de Makala, les centres pénitentiaires de rééducation de Kinshasa, avec à la clé 129 morts, dont une bonne vingtaine par arme à feu. Et tout autour, il y a une trame d'activité qui se cristallise autour d'un individu. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui de Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, et qui aujourd'hui est au devant de la scène d'une manière un peu particulière, parce qu'on en parle en bien et d'autres en parlent en mal. Nous aurons donc le temps d'examiner la position du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les activités menées par les ministres qui, visiblement, généraient les magistrats. Nous parlerons aussi également de son empoisonnement qui a été attesté scientifiquement et pour comprendre ce qui se passe. Mais au-delà de cela, il y a effectivement le gouvernement Moutamba et membres du gouvernement souminois. Je pense que depuis que ce gouvernement est en place, là, il a réussi la rentrée scolaire, mais relativement, mais au-delà de la rentrée scolaire, il y a la rentrée politique qui va commencer, et on va dire que les choses sérieuses vont débuter. Est-ce que Judith Souminois, la première ministre, elle sera à la hauteur, elle et son gouvernement, à faire face aux multiples attentes formulées par la population congolaise? Manix Yenda. Je pense qu'il y a lieu de faire confiance aux membres du gouvernement, autant pour le président de la République qui a autant de défis à relever, eu égard à cette confiance, le cutus, l'approbation du peuple que son électorat lui avait accordé lors des élections de 2023. Le peuple l'a confié cette responsabilité et le président a juré devant la nation, c'est un serment constitutionnel, de servir loyalement la République. Et même lors de la prestation de serment, le président de la République était revenu sur le fait d'éviter les erreurs du passé, parce que l'épaisseur de défis qui reste à relever est tellement grand, et donc il faudrait autant pour le président de la République, autant pour le Premier ministre, chef du gouvernement, pareil pour le membre du gouvernement, de s'accrocher indélébilement aux desiderata du peuple. Et surtout, ne perdons pas de vue qu'au prologue du pouvoir du président Tshisekedi, le peuple l'avait rappelé, Félix Tshisekedi, Kobo Sanaté, Papa Lobaka, le peuple d'abord, qui du reste demeure un fil conducteur de la gouvernance du président Tshisekedi. Une gouvernance qui doit essentiellement se reposer sur le résultat. Il est vrai, le président a fait son choix. C'est un choix exceptionnel, c'est un choix particulier, dans un contexte aussi déterminé, le choix d'une femme à la tête
du gouvernement. Ce qui crée effectivement les raisons de croire et de faire confiance à Madame Judith Souminois, qui est une femme, mais une femme battante, une femme qui a une certaine dextérité en termes d'expérience de gestion. Il a été au PNUD, il a été au ministère de Plan, c'est un gestionnaire de haut rang et c'est quelqu'un qui a laissé des empreintes indélébiles au travers ses différents passages dans les différentes institutions de la République. Mais comme femme, nous pensons que Madame Judith Souminois, elle va certainement agir avec le cœur de femme, le cœur d'une mère. Vous savez, les femmes sont les premières économistes du monde. Les femmes sont le premier gestionnaire du monde. Les femmes savent, devant les obstacles le plus compliqués, le plus complexes et perplexes, les femmes arrivent à résoudre la situation. Lorsqu'une femme va au champ, elle ne rentre jamais main bredouille. Lorsqu'une femme gère un personnel aussi élevé dans une famille où vous pouvez avoir autant d'enfants, même s'il y a une quantité la plus moindre possible, la femme arrive à servir tout le monde pour que chaque enfant ait quand même une part des nourritures. Et moi je crois, même si nous n'aurons pas la viande, même si nous n'aurons pas un repas prestigieux, mais je sais qu'il y aura pas mal de Congolais qui mangeraient à la limite même les matembele avec une grande quantité de foufou et le Congolais serait rassasié parce que celle qui gère la famille qu'on appelle le Congo, c'est une femme et elle sait préparer et elle sait distribuer en termes de richesse nationale pour que chaque citoyen congolais trouve sa part dans sa gestion. Mais en même temps, nous devons aussi reconnaître qu'elle est tenue devant l'obligation de l'histoire, parce qu'il s'agirait d'une femme qui représente toutes les femmes. Et donc, si Madame Judith Souminois échoue dans sa gouvernance à la tête du gouvernement, c'est la femme congolaise qui échoue. Si la femme, Madame Judith Souminois, échoue, c'est le deuxième mandat du président Tshisekedi qui échoue. Et donc, elle est tenue devant les obligations de genre, les obligations politiques, mais aussi elle est tenue à préserver son image politique parce que l'horizon 2028 nous réserve autant de surprises et donc si elle taille correctement son chemin et donc demain on peut parler de Madame Judith Souminois comme un statut présidentiel. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas simplement exonérer la première ministre d'une quelconque obligation, dans la mesure où les contextes où elle est placée, elle est saucissonnée entre le président de la République, qui veut avoir la main sur le gouvernement, parce que le gouvernement va exécuter sa vision, et en même temps des membres, des grosses pointures politiques qui font partie du gouvernement, et qui politiquement ne sont pas du gabarit de la première ministre. Donc elle est coincée entre des éléphants et elle va se faire piétiner. Non, mais je pense que nous devons rester dans le cadre de la classification traditionnelle des institutions de la République. Nous avons un exécutif. Et cet exécutif est bicéphaliste. Vous avez d'une part le président de la République qui a un pouvoir d'impulsion et des visions à déposer sur le membre du gouvernement, et de l'autre côté, vous avez le gouvernement à la tête, chef du gouvernement, Premier ministre, qui endosse la responsabilité du gouvernement au travers un programme du gouvernement, bien entendu, devant l'autorité de budgétaire qui est le Parlement. Et donc, il est vrai que le président de la République travaille de manière collaborée avec Madame la Première ministre, autant pour le membre du gouvernement, pour conjuguer ensemble, effectivement, les différentes politiques pour le développement socio-économique de la RDC. Moi, je crois, et je continue à le dire, je crois que le choix de Madame Judith Souminois à la tête du gouvernement, ce ne serait pas un choix regrettable. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de 100 jours. Le 100 jours de Madame Judith Souminois. Mais c'est que les gens oublient. Dans le 100 jours de Madame Judith Souminois, il y a la part de la planification, il y a la part de la préparation,
Il y a la part de recadrage, de tir en termes de stratégie des gouvernances pour qu'au moment où nous allons mettre en exergue, effectivement, cette politique publique cristallisée dans un programme du gouvernement, que tout soit opérationnel et que cela aboutisse effectivement à des résultats le plus escomptés. Vous savez, le travail de la préparation a toujours été invisible. Et donc, je crois que cette dame travaille, et d'ici peu, vous l'avez d'ailleurs dit au prologue de votre prise des paroles, qu'il y aura reprise de la session parlementaire, et donc le gouvernement va devoir déposer son budget exercice 2025, qui est considéré comme la boussole, parce que l'on va gérer la République sur base d'un programme, et le programme sera exécuté sur base d'un budget qui va répondre à chaque secteur de la vie nationale. Donc je pense, après le dépôt du budget, de la loi budgétaire exercice 2025, c'est alors que nous allons évaluer l'action du gouvernement dans chaque secteur. Oui, je vous demanderai tout à l'heure un peu, selon vous, à titre indicatif, quelle orientation devrait prendre ce budget en termes d'affectation ou des priorités. Mais pour revenir à mon propos de tout à l'heure, parlant d'exonérer la Première ministre d'une quelconque obligation au vu du contexte, je voudrais vous rappeler que le président Tshisekedi, depuis qu'il est là, il s'est fait au moins caractériser par le fait qu'il préfère avoir un Premier ministre qu'il contrôle. On a vu le casting qu'il a fait pour Ilunga Kamba, enfin pour déboucher sur Ilunga Kamba, les castings sur Sama Lukonde et même les castings sur Judith Suminwa. On sent que Félix Tshisekedi n'a pas envie d'aller inaugurer les chrysanthèmes ou arroser les chrysanthèmes, encore moins. Donc il veut être actif et il ne veut pas qu'on lui fasse ombrage. Donc c'est de ce point de vue que je disais que tout est déjà dit pour ce qui sera du rôle de Judith Suminwa en tant que première ministre, et que peut-être, à mon sens, elle est juste là pour des besoins cosmétiques, mais qu'au fond, on ne lui laisserait pas beaucoup de marge, quoi. Non, mais pas du tout. Moi, je ne suis pas de cet avis, parce que je pense que dans chaque gouvernement, il est quand même important qu'il y ait une collaboration saine entre la première ministre, chef du gouvernement, avec le président de la République. Et les cadres de concertation et d'échange permanents, c'est même le Conseil des ministres. Et d'ailleurs, j'aime souvent mettre en exergue cette métaphore du football qui considère effectivement le président de la République comme l'entraîneur de l'équipe. Le Congo, c'est notre équipe. Le peuple, c'est le public. Il est l'entraîneur-joueur, un peu comme à l'époque. Non, mais pas du tout. L'entraîneur ne joue pas sur terrain. L'entraîneur est un concepteur. Vous savez qu'à une époque, il y avait des entraîneurs-joueurs et je pense que ça lui va bien. Mais malheureusement, les temps évoluent. Aujourd'hui, le football a ses règles. L'entraîneur est un concepteur du système de jeu. Il a élaboré sa vision du match et il a donné les consignes aux joueurs pour que le joueur exécute sur terrain. Et Madame Judith Suminwa, comme capitaine de l'équipe, c'est à elle d'exécuter scrupuleusement les systèmes de jeu donnés par l'entraîneur. Elle a même la responsabilité de veiller sur l'attitude de chaque joueur sur terrain. Madame Judith Suminwa, comme capitaine de l'équipe, elle a le devoir et l'obligation de lever les tons lorsque certains ministres ne travaillent pas au regard des desiderata du peuple congolais déjà exprimé. Madame Judith Suminwa, elle a l'obligation de faire le suivi de chaque action de membres du gouvernement. Je vous ai dit, le résultat, c'est ce qui compte le plus. Le peuple congolais a besoin des ministres qui vont marquer des buts dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la justice, les secteurs de l'environnement, les secteurs de la santé, économie, emploi et j'en passe. Et donc aujourd'hui, eu égard au temps qui nous est déjà imparti, parce que le deuxième mandat du président Tshisekedi est pratiquement comparable à la deuxième mi-temps du match, le temps avance, le chrono de l'arbitre continue détourné, et donc aujourd'hui, nous avons besoin de ministres dynamiques,
des ministres conscients de la gravité de la précarité sociale du peuple congolais. Nous avons besoin des ministres conscients du mandat sacré que le peuple congolais a donné au président de la République. Et pour ça, nous n'avons pas droit à l'erreur parce que le président Tshisekedi tient à laisser des marbres son nom dans le panthéon politique de notre pays. Et cela sera possible par la performance de chaque joueur sur terrain. Parlant de football, je voudrais souhaiter bonne chance aux Léopards qui, ce lundi, vont rencontrer pour la deuxième journée les Éthiopiens en Zambie. Nous espérons aller plus loin dans cette CAN. Alors, Manix Yenda, si vous étiez donné de souffler à l'oreille de la première ministre en ce qui concerne les priorités du budget qui sera présenté à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement à la rentrée, eh bien, qu'est-ce qui serait prioritaire pour vous dans ces budgets? Mais déjà dans le programme de Madame Judith Souminois, enfin le programme du gouvernement Souminois, il y a 6 points qui sont considérés comme 2 points prioritaires. Mais les 6 points, là il s'agit des axes du président de la République. Mais justement, il y a aussi des axes du président de la République et il y a aussi des 6 points prioritaires contenus dans le gouvernement Souminois, parce que le gouvernement est élaboré, enfin le programme du gouvernement est élaboré dans une concertation directe entre la vision du président de la République et Madame Judith Souminois comme première ministre, ensemble avec les 2 organes qui composent l'exécutif national. C'est alors qu'on pond effectivement un programme de gouvernement. Et donc, il y aura ces 6 points axés justement sur cette question de la création de l'emploi, l'augmentation effectivement du pouvoir d'achat de la population congolaise. Il y a cette question de la croissance économique avec le modèle du développement économique endogène, parce que le Congo est un pays à vocation du développement. Il est fort possible, au-delà de nos ressources traditionnelles qui sont le taxe et impôts, créer d'autres canaux de développement afin de gonfler effectivement l'enveloppe financière, autant pour répondre aux problèmes de Congolais, notamment s'activer sur le levier du secteur agricole, accroître notre politique de production locale. Si nous essayons d'ajouter effectivement d'autres politiques complémentaires, notamment la politique bancaire, avec l'idée par exemple de créer une banque agricole qui pourrait accorder à l'agent principal du secteur de l'agriculture, notamment l'agriculteur, la possibilité de recevoir un crédit venant de la banque agricole, acheter les tracteurs et avec sa production locale, je pense qu'il y aura augmentation en termes de production. Et donc aujourd'hui... Mais moi je voudrais vraiment, vous allez me permettre de vous retenir là sur cette question de l'agriculture. Toutes les politiques mises en œuvre depuis, on va dire, 20 ans n'ont abouti à rien d'autre à part l'appropriation par des privés, des équipements, du matériel. Et pourtant, l'agriculture, c'est la chose la plus facile à réaliser dans notre pays. Pensez-vous que nous ayons les hommes qu'il faille et les savoirs qu'il faut pour l'agriculture? Il y a un auteur anonyme qui dit « C'est lui qui sait d'où il vient, saura d'où il va, et il saura également ce qu'il est. » Nous avons des acquis que nous devons préserver à bon escient, des acquis en termes de ressources naturelles. S'il faudrait rester seulement sur ces secteurs de l'agriculture, nous avons des potentialités énormes. Le Congo a 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons 40 millions de terres irrigables. Nous avons plus de 26 sites greniers pour développer notre politique des semences améliorées. Toutes les terres du Congo sont fertiles et cultivables. Nous avons toutes les saisons possibles pour faire de l'agriculture. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est prouvable que le Congo peut assurer une autosuffisance alimentaire et faire nourrir plus de 2 milliards des citoyens du monde si nous mettons en exergue effectivement de véritables politiques agricoles. Mais il y a une chose que nous devons retenir. Nous avons 2 types de modèles d'agriculture. Il y a ce qu'on appelle l'agriculture moderne, l'agriculture
industrielle qui demande de machines et des investissements complémentaires qui demandent beaucoup de moyens pour s'activer sur ce type d'agriculture. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle de l'agriculture artisanale. Et ça fait plus d'une décennie que le Congo a toujours été nourri par les efforts de nos mamans, nos pauvres mamans, nos pauvres papas qui font de l'agriculture pour faire manger toute la République. Vous savez ce que c'est le foufou ya Bazaïr, vous savez ce que c'est l'osso ya Bumba, vous savez ce que c'est les masangu ya Bwamanda. Ce sont les Congolais qui cultivent pour nourrir la nation. Et donc aujourd'hui, on peut réfléchir sur le modèle de l'agriculture artisanale en accordant le moyen aux agriculteurs, les espaces aux agriculteurs, les crédits bancaires, comme je viens de le dire, si nous arrivons à créer une banque agricole, parce qu'un agriculteur qui déjà au départ, par sa production locale, avec ses bêches, avec ses râteaux, il arrivait par exemple à cultiver une tonne de maïs. Si aujourd'hui il a le crédit agricole accordé par une banque avec des capitaux congolais, il arrive à acheter les tracteurs, je pense, il va dépasser les caps. La banque agricole serait, selon vous, pour pouvoir soutenir les agriculteurs artisanaux, ouais. Donc pour pouvoir les appuyer afin qu'ils n'utilisent plus la houe ou la machette, mais qu'ils utilisent une machine qui leur permet d'accroître leur production locale. Parce qu'en réalité, le Congo ne manque pas à manger. Le Congo ne manque pas le maïs. Le Congo ne manque pas le pomme de terre. Mais vous êtes au courant de la malnutrition qui frappe non, mais justement parce qu'il y a des situations économiques qui demeurent défavorables au système économique adopté par le gouvernant de notre pays. Aujourd'hui, il y a des facteurs inéluctables au secteur de l'agriculture, notamment les secteurs de l'infrastructure. Pensez-vous vraiment que si aujourd'hui on arrive à relier les Congos par des routes interprovinciales, croyez-vous vraiment que le Congolais manquerait de quoi manger? Parce que si un Congolais de Goma arrive à prendre ses pommes de terre de Goma, il prend un camion, un taxibus, par la voie routière, il quitte la ville de Goma pour aller vendre, par exemple, ses pommes de terre à l'Équateur. Ceux de l'Équateur auront le droit de manger les pommes de terre de Goma. Celui de Mbandaka peut quitter Mbandaka par la voie routière pour aller vendre ses poissons à Bukavu. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement, peu importe les secteurs, sans les routes. Et donc s'il y a les routes, je pense les produits qui existent dans des coins le plus enclavés possible pourraient effectivement arriver dans d'autres coins parce que les routes créent ce qu'on appelle la possibilité de lever les niveaux d'échange commercial, ce qu'on appelle la transaction d'activité commerciale. Le route crée l'interdépendance entre le peuple. Le route crée la solidarité économique entre le peuple. Et le route permet à l'État effectivement d'accroître sa capacité de production locale. Mais aussi, le route permettrait au marché commercial congolais d'être inondé par des produits locaux afin d'éviter effectivement les effets inflationnistes qui restent des éléments très nocifs dans le marché et qui par moments affectent directement la vie du Congolais parce que le Congolais, lorsqu'il se rend vers le marché, il trouve le prix très élevé et avec le pouvoir d'achat qui demeure déjà faible et c'est le Congolais qui en pâtit finalement. Et donc, il faudrait réfléchir de manière pratique avec des théorèmes à la base pour voir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions idoines pour répondre aux problèmes des Congolais. Mais moi, je crois, parce que l'avantage que nous avons avec la première dame, enfin, la première ministre au chef du gouvernement, excusez-moi, parce que j'ai parlé de la première dame Denise Nyakero, qui aujourd'hui accompagne son mari avec des projets de développement excellentia, de projets sur un secteur aussi important, l'éducation. Peut-être qu'on y reviendra une autre fois pour en parler en détail. Mais ici, on reste sur la première ministre Judith Suminwa. Cette dame, elle a une grande capacité en termes de planification. Elle a une grande capacité en termes de gestion financière. Elle a une grande capacité en termes de leadership managérial et je crois qu'elle pourra mettre en valeur
ces leaderships transformationnels pour résoudre le problème de Congolais? Alors, maintenant, parlant du gouvernement seminois, nous allons nous intéresser au cas Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice. En commençant par cette tentative d'évasion de la prison de Makala. Pour certains, c'était prévisible parce que la sonnette d'alarme avait été déjà tirée en son temps. À ce qu'il paraît, le ministre n'a pas trop fait attention et que aujourd'hui, il veut faire endosser cette responsabilité aux magistrats. D'abord, je voudrais revenir sur un certain nombre de préalables concernant ces secteurs de la justice. Nous sommes une république et nous avons à la base une constitution, la loi fondamentale de notre pays. Et ces pactes républicains, ces contrats sociaux, a consacré un certain nombre de devises qui restent les credos majeurs pour le fonctionnement de la République démocratique du Congo. On parle de justice, on parle de paix, et puis on parle du travail. Et on nous a toujours dit que la justice élève la nation. Et le président de la République, comme magistrat suprême, après avoir diagnostiqué ces secteurs aussi importants et sensibles pour le développement de la nation, le secteur de la justice, le président a conclu avec le mot selon lequel que la justice congolaise est réellement malade. Et nous sommes dans un contexte plus précis, un contexte de vicissitudes, un contexte de maladie, je veux dire chronique de notre justice à tout le niveau, au niveau de parquet, au niveau de l'administration de la justice, au niveau des avocats, au niveau de rendu de décision judiciaire, au niveau de l'accès de la population congolaise pour une justice équitable. Et donc aujourd'hui, il était quand même impérieux de désigner et de choisir dans un contexte précis un médecin qui va devoir administrer une thérapie appropriée pour éradiquer cette maladie chronique de la justice congolaise. Et ces médecins, c'est Constant Moutamba. Mais regardez, vous avez vu, le médecin est venu avec l'intention de guérir. Mais il commence par le pansement. Il y a une forte plaie sur le fonctionnement de magistrats, le comportement de magistrats, toutes les pratiques de compromission aux valeurs sacrées de la République diligentées. Mais c'est vous qui parlez de la Constitution. Vous savez que les magistrats qui dépendent d'un autre corps ne sont pas liés à l'exécutif. Et visiblement, le ministre de la Justice a voulu rejanter les magistrats et c'est là le clash. J'y reviendrai. Vous savez, le problème n'est pas à ce niveau. Ça, c'est le format organisationnel des institutions de la République. Et c'est bien prévu par la Constitution de notre pays. Mais le problème de la justice congolaise, croyez-vous vraiment que ces problèmes exemptera les magistrats congolais? Je ne pense pas. Lorsque l'on va diagnostiquer les différents problèmes de la justice congolaise, pensez-vous que les magistrats seront acceptés? Je ne pense pas. Et le médecin a commencé par le pansement. Et vous savez, lorsqu'on veut cicatriser une plaie, lorsqu'on veut guérir une plaie, il faut forcément mettre un peu de l'alcool dessus. Et lorsqu'on met de l'alcool, ça fait mal. Le médecin, Constant Moutamba, ministre de la Justice, a mis un peu de l'alcool sur la plaie de magistrat. Les magistrats ont crié. Effectivement, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer pour guérir une maladie qui est chronique. Et donc aujourd'hui, le combat du ministre de la Justice est un combat sacré. C'est un combat pour la destinée de notre pays. Et ça nous a donné 129 morts. Donc on pouvait se passer. Non mais ça fait partie effectivement des effets nocifs. Ça fait partie effectivement des gros problèmes du secteur de la justice. Parce que les services pénitentiaires font partie des éléments intégrants dans ces secteurs de la justice. Mais le ministre était déjà au courant de la surpopulation. Non mais
Je pense que, si je ne me trompe pas, il y a eu une question écrite déjà à son encontre au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il était déjà au courant de toute cette situation. Et ce qui devrait arriver est arrivé, parce qu'il n'a peut-être pas agi suffisamment à temps. Non mais, écoutez, toutes les actions que M. Constant Moutamba a réalisées avant l'adoption du budget du gouvernement, considérez ces actions comme des pansements. Considérez ces actions comme de simples consultations. Considérez ces actions comme de véritables diagnostics pour se rendre compte de l'état de la maladie de Congolais. Effectivement, lorsque le budget sera adopté, c'est alors que le secteur de la justice aura le moyen nécessaire pour construire les différentes prisons. À ces stades, qu'est-ce que Constant Moutamba peut faire pour construire les nouvelles prisons de la ville-province de Kinshasa? Déjà au départ, il avait effectué un travail sur terrain. Au-delà même de Kinshasa, il a été en Bujimaï. Il voudrait s'enquérir de toutes les réalités de province de la République. Donc vous dites, et après avoir c'est pas de sa responsabilité. Non, mais c'est de sa responsabilité. 129 personnes tuées dans la prison des Makala. Non, mais on parle de l'évasion. Vous savez que les causes qui créent l'évasion peuvent être exogènes ou encore endogènes. Et si la cause de cette évasion était endogène, par exemple, un groupe de criminels qui restent en connivence, en harmonie, par exemple, avec un prisonnier. Et pour des raisons X ou Y, ils viennent pour créer l'évasion afin d'extraire un prisonnier déterminé. Et d'ailleurs... Lui a parlé des sabotages, le ministre... Non, mais ça peut être possible, parce que je parle de faits exogènes. De son action. Visiblement, il penserait qu'il y a des gens qui ont voulu l'exposer en tirant les ficelles ou en entretenant cette situation. Non, mais effectivement, le ministre peut avoir raison. Il peut y avoir du sabotage. Pourquoi ça se fait en ce moment? Vous savez, aujourd'hui, on parle de 129 morts, comme vous l'avez dit. Mais les éléments de sécurité commis pour la sécurité de la prison de Makala, ils veillent sur qui? Ils veillent sur quoi? Ils veillent sur le prisonnier. Ils veillent sur les édifices de la prison de Makala. Ils veillent sur la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent au sein de la prison de Makala. Et lorsqu'il y a des effets exogènes qui arrivent, ces agents de sécurité auront pour réflexe tirer. Pensez-vous vraiment que si un politique était mort, je ne le souhaite pas. Imaginez, parmi les morts, on parle de Jean-Marc Kabound. Quelle serait la lecture de l'opinion nationale par rapport à ce problème? Et donc, ces agents de sécurité ont aussi la possibilité de protéger les prisonniers politiques. Parce qu'il peut se faire que le criminel arrive pour tuer un prisonnier qui est dans la prison de Makala. Et d'ailleurs, parmi les 129 personnes qui sont décédées, qu'est-ce qui prouve que tous sont prisonniers? Il y a une enquête, on saura. Effectivement, on saura l'issue de l'enquête parce qu'il faudrait recenser chaque personne tombée sur terre pour voir si réellement ils étaient tous prisonniers. Parce qu'il peut se faire que parmi les 129 personnes décédées, qu'il y ait aussi les criminels dans le nombre. Oui, alors... Alors là, on dira, c'est le bon travail. Sur ces chapitres, vous dites, le ministre n'est pas responsable. Non, mais le ministre n'est pas responsable. Le ministre subit les affres, la mauvaise volonté, le complot de gens qui veulent saper la démarche d'un homme qui reste engagé des centres de détention et de sa responsabilité. Non, mais je ne le refuse pas. Mais ministre Constant Moutamba, n'est-ce pas qu'il a hérité pas mal de problèmes dans ces secteurs de la justice? Lui, il vient pour apporter des solutions. Mais les problèmes qui restent déjà, ces problèmes continuent de produire ses conséquences. Oui, regardez la réaction du Conseil supérieur de la magistrature lorsque le ministre Moutamba a décidé qu'il n'y ait plus de transfert des détenus
vers Makala sans son aval. Tout de suite, le Conseil supérieur de la magistrature l'a indexé, disant que il faut qu'il cherche ailleurs, parce que ça, ce sont des prétextes. Eux, ils agissent conformément à la loi. Donc, ça a été les summums, donc les maximums de ces clashs-là entre lui et le Conseil supérieur de la magistrature. Si avant, il y avait peut-être des magistrats qui semblaient ne pas avaler la pilule, mais maintenant, c'est clair que c'est tous les pouvoirs judiciaires qui vont debout contre le ministre de la Justice. Mais je me demande pour quelle raison, pour quelle finalité? Pourquoi les magistrats s'élanceraient à un combat contre le ministre de la Justice? C'est pour gagner quoi à la fin? Le combat du ministre de la Justice, c'est aussi les combats des magistrats de notre pays. Il est vrai que ce n'est pas tous les magistrats qui ternissent l'image de la justice congolaise. Parmi les magistrats, il y a des bons et il y a aussi de mauvais. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de magistrats. Mais est-ce que le fait que le ministre... qui continue de me dire que ce que Constant Moutamba fait... Est-ce que le fait que le il ministre est dans le bon. soit un avocat n'a pas ajouté un peu de l'huile sur le feu? Parce qu'il a un regard différent par rapport à la justice que les magistrats. Non, donc c'est comme si c'était un bras de fer entre deux corps constitués, les avocats d'une part et les magistrats de l'autre. Non, mais moi je ne vois pas le problème sous un angle de clivage entre les avocats et les magistrats. Parce que les avocats, que ce soit le magistrat, les deux sont des opérateurs directs de la justice. Il y a l'un qui est chargé dans sa mission de rechercher les infractions et même de juger au travers les décisions judiciaires. Et de l'autre côté, il y a les avocats qui font le travail de la défense. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une justice équitable sans respecter le droit sacré de la défense assuré par les avocats. Et donc, que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats, chaque entité devra correctement jouer sa partition pour créer effectivement ou donner à la République une justice saine, une justice équitable, une justice sur laquelle nous allons nous baser pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Aujourd'hui, je voudrais quand même m'adresser à tous les détracteurs de M. Constant Moutamba. Oui, je voudrais vous poser une question comme ça, vous répondez une bonne fois pour toutes. Ouais. Et peut-être qu'on va arriver à la fin de l'émission. Est-ce que, pensez-vous que politiquement, Constant Moutamba va être soutenu? Parce qu'il se revendique à tout bout de champ du chef de l'État. Est-ce que les actions qu'il pose ne vont pas finir par gêner, y compris le chef de l'État? À la limite, les actions de Constant Moutamba ne peuvent que gêner les ministres non dynamiques, les ministres incompétents, les ministres qui ne postulent pas à l'idée du président de la République, celle de faire du Congo un Congo prospère, un Congo crédible, le Congo de la Renaissance, les Congos développés. Et on ne peut pas développer ces Congos sans la justice. Et donc, tout celui qui combattrait l'action de Constant Moutamba combat directement l'action du président de la République. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, vous savez, Constant Moutamba, pour revenir un peu dans ma métaphore du football, moi, je le vois comme un autre jeune joueur Mbala Biscotte. Il dribble bien, il fait de bons crochets, des belles passes, des jolis centres. Mais le gros problème que nous n'avons pas un vrai neuf pour marquer le but. S'il y avait au moins 10 ministres avec la même énergie que Constant Moutamba, le même dynamisme, le même courage, le même sursaut patriotique, je pense que le Congo allait marquer beaucoup de buts et peut-être à la fin du match, nous allons crier victoire. Mais si Moutamba est le révélateur de l'incompétence de ses collègues, ben, il n'aura pas, une longue vie pas du tout. Dans ce gouvernement. Vous savez, par moment, lorsque le joueur ne donne pas le meilleur d'eux, c'est le jeu de l'individualité qui compte. Je vous ai dit, le problème, ce n'est pas le président de la République.
Le président reste l'entraîneur. Il dit à ses joueurs, faites-moi le 4-4-2. Jouez le système défensif. Je voudrais vous donner quelques cas le plus patent. Oui, lorsque le président Tshisekedi, je finis par là, lorsque le président Tshisekedi avait choisi Jean-Pierre Bemba, qui n'était pas content. D'ailleurs, nous autres, comme ministre de la Défense et Sécurité nationale, nous autres, on disait, voilà un choix qui va arrêter l'hémorragie de l'insécurité de la partie Est. C'est qui a été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Ben voilà. Est-ce le problème du joueur ou de l'entraîneur? Nous avions dit, il faut pour le secteur de l'économie, quelqu'un qui connaît l'économie. Le président a entendu le cri du peuple. Il a nommé un diplômé en économie, un assistant en économie, un CT. Je parle de Vital Kamerhe comme ancien ministre de l'économie. Ouais, sous le gouvernement précédent. Docteur, doctorant et de surcroît, professeur en économie. Quel est le résultat? Le dollar toujours à la hausse, pas de production locale. Il y a un problème dans le marché de change. La balance commerciale nous indique que la valeur de l'importation demeure. Peut-être Moukoko, ça va faire mieux. Vous savez que beaucoup de gens ont toujours dit non, ben, le meilleur premier ministre de ce pays, c'est Matata parce qu'il a apporté des idées novatrices, la bancarisation, etc. La cravate rouge aussi. Non, mais la cravate ne gouverne pas, la cravate ne résout pas le problème. Le Congolais n'ont que faire de cravate. On a besoin de résultats. Mais le président a regardé. Ils ont parlé de Matata, je vais nommer le professeur de Matata. Il nomme Moukoko Samba, le maître de Matata. Les maîtres penseurs même de l'idée de la bancarisation. Et Moukoko est là, quitte au peuple de l'évaluer au regard de ses actions. Et j'ai fini même pour le secteur du sport. Qui n'a pas réclamé Kaboulou Wakaboulou à la tête du secteur du sport? Et après, on va dire quoi? C'est le problème du joueur ou le problème de l'entraîneur? Donc Moutamba, tout juriste qu'il soit, mais ne réglera pas nécessairement le problème de la justice congolaise. Pour terminer. Moutamba, je le dis et je le répète, c'est le Mbalambuta biscotte de l'équipe nationale. Il joue bien. Il fait correctement son travail. Il honore le peuple. Regardez la frénésie populaire. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné par ses détracteurs. Mais attention, la Bible nous dit, toute arme forgée, et je le dis dans le contexte de Constant Moutamba, toute arme forgée contre Constant Moutamba sera nulle et sans effet. Parce qu'il y a la main de Dieu dans ce travail. Décidément. Il y a la main de Dieu dans son combat. Il y a le peuple. Vous ne regardez pas la frénésie populaire qui s'accompagne dans le combat de Constant Moutamba. C'est qu'il n'est pas, pas bon en politique. Non, mais ça veut dire qu'il va commencer à gêner les gens, à déranger. Non mais Constant Moutamba est un indicateur du changement. Ça veut tout simplement dire, lorsque vous servez la République avec passion, le peuple va vous accompagner. Ne me dites pas que Constant Moutamba a donné de l'argent. Il était candidat président de la République l'autre fois, il le sera peut-être en 2028. Peut-être que c'est la révélation de l'année 2028, qui sait. Il faudra que Fachi se tienne bien. Alors nous disons, tout celui qui touchera Constant Moutamba, il verra la jeunesse congolaise dans son chemin. Parce que le choix de Constant Moutamba, c'est le choix de la jeunesse. Et nous continuons à croire à la volonté politique du président Tshisekedi, qui a toujours cru à la compétence de la jeunesse, autant pour les femmes. Et donc nous croyons que les jeunes peuvent apporter du vent nouveau. Et moi je demanderai au président de la République, pour finir, parce que c'est lui l'entraîneur. Président de la République, match aussi là. Muni Tezo Kendenasuka. T'as la peine à bande de touche. Il y a de bons joueurs qui restent là. Il y a bien de joueurs qui sont sur terrain. Ils ont joué à la première mi-temps, ils n'ont rien foutu. Je ne voudrais pas reproduire les différents secteurs pour ne pas indexer les individus. Mais tous nous savons qu'il y a pas mal de vétérans sur terrain, de gens essoufflés qui n'arrivent pas à apporter la solution au problème de Congolais. Monsieur le Président, il y a encore de Méchac sur le banc. Il y a encore de Cédric Bakambo de ce pays sur le banc. Il y a encore de Mbalambuta Biscotte sur le banc. Il y a encore de bons joueurs qui peuvent apporter une nouvelle énergie, le nouveau souffle pour apporter des solutions aux problèmes du Congolais. Et Constant Moutamba est un signe que la jeunesse peut changer ce pays. Merci beaucoup Manix Iyenda. Il y a certainement aussi des Manix Iyenda sur les bancs de touche. Bon, au président de la République de voir. Merci madame, monsieur de l'attention que vous nous avez accordée. À très bientôt. Au revoir.